On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une fibre textile aux 1001 usages et surtout une fibre qui a des millénaires en fait. Tenez-vous bien, on va parler de l'une d'entre elles dont sa première utilisation reconnue date d'il y a 38 000 ans. On va parler du lin et en quoi le lin peut aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles applications, véritablement devenir une alternative massive à tout un tas d'habitudes prises avec des matériaux autres, et notamment des matériaux synthétiques, en fait, dont on va devoir se passer aujourd'hui, faute de pouvoir aggraver la couche sédimentaire de plastique qu'on a créée toutes ces dernières décennies, et aussi quand on sait aujourd'hui qu'on vient de dépasser cette 5e des 9 limites planétaires avec la pollution chimique. Voilà, on le voit, le constat est plus que posé. Ces matériaux synthétiques ne sont ni des matériaux d'avenir, ni des matériaux soutenables. Nous voilà donc en train de reconsidérer la place des matériaux naturels, dont les fibres végétales dans notre quotidien. Et je pense que ce nouveau regard doit se faire à cœur ouvert, car on n'est pas à l'abri de bonnes surprises en empruntant ces chemins oubliés qui mènent aujourd'hui à de sacrées innovations. Vous allez voir, c'est pas parce que ça fait 38 000 ans qu'on utilise le lin qu'aujourd'hui des entreprises n'arrivent pas à nous proposer des nouveautés, en fait des innovations un peu avec des nouvelles textures, avec des couleurs mais complètement démentes. C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cet épisode. Mais juste avant, je voulais un petit peu répondre à cette question qu'on me pose souvent de pourquoi finalement je suis si fortement repoussée par tout ce qui est un peu synthétique issu de cette fameuse pétrochimie. Alors en fait, je sais pas trop à quel niveau ça se joue dans mon processus de mise en émotion, mais c'est peut-être aussi parce que je me suis beaucoup documentée et que tout ce que j'ai un peu compris a un peu fait, allumer des lumières chez moi et du coup ça a un impact sur mes ressentis, j'en sais rien. En tout cas, d'où que ça vienne, aujourd'hui c'est des matériaux que je trouve pas vraiment attachants, tous ces matériaux de synthèse. J'ai pas vraiment d'émotion à leur contact, aucun désir non plus de les voir évoluer chez moi, enfin en tout cas qui m'accompagnent dans mon quotidien, que ce soit dans mes vêtements, dans mes cosmétiques, autour des aliments que je mange. C'est un truc qui est plutôt sensoriel en fait, ce rapport que j'entretiens avec cette bifurcation un petit peu. Il n'y a pas vraiment de vibrations qui me mettent en élan, en fait c'est l'encéphalogramme un peu plat, vous voyez. Et du coup c'est vrai que mes goûts de matérialité, de matériaux ont fait un sacré virage. Avant c'était vraiment la forme, je crois, qui primait, et maintenant c'est plutôt la matière qui va prendre le dessus. D'ailleurs c'est rigolo parce que je me rends compte maintenant que j'ai pris aussi un peu de recul par rapport à ces phénomènes un peu invisibles qui se sont produits chez moi, dans ma vie, dans mes goûts, que je suis vachement plus à l'écoute de mes ressentis sensoriels en fait, vachement plus qu'avant. Voilà, j'ai l'impression que ce qui ne trompe pas, c'est ce qui passe pas vraiment par mon cerveau, mais plutôt par ce que je ressens. Alors après, c'est vrai que c'est pas évident de le percevoir ni de l'écouter, parce qu'en fait ça peut être aussi à des années-lumière de ce qu'on pensait être ou de ce qu'on pensait aimer, avec toute notre construction, l'éducation qu'on a eue, etc. Mais qu'est-ce qu'on risque finalement à se laisser surprendre un peu par notre propre évolution, quoi. Moi je trouve que c'est plutôt une chouette aventure personnelle, et finalement moi je m'aperçois que les sensations vachement plus intenses, vibrantes que je ressens, elles se présentent surtout quand je suis au contact de choses plutôt des matériaux naturels en fait. Et par voie de conséquence, et je le constate aussi, je me dis finalement c'est aussi des matériaux dont l'utilisation en tout cas ne menace pas nos conditions d'habitabilité. Et la conclusion que j'en tire en fait, c'est peut-être peu importe le chemin qu'on emprunte pour arriver à toucher un peu nos désirs profonds. Alors certains ça va être comme moi, écouter ses émotions, d'autres ça va peut-être être par des explications, d'autres encore par l'expérimentation ou le faire soi-même, je sais pas, mais c'est peut-être à la fin ce qui compte, c'est de ressentir un peu par soi-même, peu importe ce que les autres pensent et ce que les autres font. Alors après cette petite digression, je reviens au lin et donc à cette fibre formidable que j'ai eu envie donc
explorer davantage, qui a en fait la merveilleuse idée de pousser sans eau, en fait sans arrosage et quasiment sans intrants, alors qu'on sait par exemple que ce sont plus de 2500 à 3000 litres d'eau qui seront nécessaires pour un t-shirt en coton par exemple. Donc là ça représente des centaines de douches. Le lin, comme son cousin le chanvre, permettent de réduire drastiquement en fait l'impact hydrique de ce matériau et du coup des matériaux dont ils vont être les principaux composants finalement, et ça c'est quand même assez sans sas. Et comme par les temps qui courent, les scientifiques nous alertent sur les futures grandes sécheresses ou aussi sur le prix des produits phytosanitaires qui explosent aujourd'hui, je me dis que c'est plutôt de très bons points pour cette fibre qui est en plus locale, parce que 85% du lin mondial est cultivé en Europe, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Comme vous l'avez compris, 38 000 ans de bons et loyaux services à son compteur. On peut se dire que ça va. On peut peut-être la qualifier de véritable fibre de civilisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'index, j'ai référencé, notamment dans tout ce qui est parure de lit, en fait des pièces qui sont soit 100% en lin, soit 100% en chanvre. D'ailleurs, ces draps en lin lavé ou en chanvre lavé ont en cascade aussi d'autres merveilleux avantages, c'est qu'ils ont banni une étape qui est assez aussi énergivore et qui est en plus pas forcément intéressante, qui est celle du repassage, parce que finalement ce lin un peu froissé, ça fait toute sa beauté et on le repasse pas, c'est pas l'usage de le repasser. Et c'est aussi peut-être en fait cette simplicité auquel on revient et qui suscite aujourd'hui l'intérêt de pas mal de marques et aussi de consommateurs, donc ça va vraiment dans le bon sens. Je vous remets d'ailleurs le lien de l'index dans les notes de cet épisode, comme ça vous verrez en détail ces parures qui font économiser des milliers de litres d'eau. Et en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte que malgré tous ces avantages, j'étais assez stupéfaite de voir que le lin ne représente que 0,4% de la production de fibres textiles mondiale. Donc en fait, c'est rien du tout. Moi, je crois que là encore, on n'entend pas quand même la forêt qui pousse, parce que petit à petit, ça bouge, surtout dans la mode, dans le linge de maison, comme je vous disais. Et puis ça vient aussi avec l'explosion un petit peu de la teinture végétale aujourd'hui, cette idée de teindre des textiles uniquement à partir de plantes tinctoriales, qui fonctionnent d'ailleurs que sur des fibres naturelles. On peut pas teindre avec des plantes tinctoriales des fibres synthétiques, ça marche pas du tout. Et donc on voit aujourd'hui ça séduit énormément. On peut faire toutes les couleurs en teinture végétale sauf le fluo, donc on a quand même un choix assez énorme. Et elle sort maintenant du loisir créatif, cette teinture végétale, avec des entreprises qui proposent désormais de teindre à façon. Là encore, j'ai répertorié ça dans l'index. Et pareil, je vous remets les liens dans les notes de cet épisode. Alors ici, je ne vais pas vous refaire le processus depuis la graine jusqu'au rouleau de lin tissé. On avait déjà détaillé tout ça dans l'épisode avec la designer Pauline Esparon. Et je vous redis quand même, il lui faut à peine en fait 100 jours à cette plante pour fleurir. Sa fleur, vous savez, elle est bleue, hyper belle, mais elle dure qu'une seule journée. Alors heureusement qu'elle ne fleurisse pas toutes le même jour, ça nous permet de voir ces sublimes champs bleus typiques de Normandie. Le lin est souvent aussi cultivé en rotation par les agriculteurs et il agrade les sols, il capte énormément de carbone. Donc vous voyez, vous avez compris, avec le lin, on est vraiment en présence d'une ressource européenne d'une grande sobriété, et le champ des possibles qu'elle permet est immense, parce que oui, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que tout s'utilise dans le lin. C'est vraiment une fibre qui est zéro déchet par excellence. Ça lui permet d'avoir des applications qui n'en finissent pas d'être enthousiasmantes, isolant, textile, on en fait de l'huile, on l'utilise évidemment dans l'alimentation, et c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un terrain d'innovation fabuleux. Le lin convainc aujourd'hui des industriels qu'une prospérité est possible, même de façon bio-inspirée. Et c'est comme ça que j'en suis venue au linoléum. Vous savez, c'est ce matériau souple, alors qu'on voit aujourd'hui complètement revenir avec un énorme boom, qui en fait est hyper beau. Visuellement, en tout cas, je trouve qu'il a des qualités esthétiques qui sont propres et qui sont un peu sous-exploitées aujourd'hui. Et il pâtit malheureusement de beaucoup d'idées reçues. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on s'en est pas vraiment beaucoup occupé, on l'a pas beaucoup mis en œuvre, en fait, ce linoléum, mais son potentiel est assez dingue. Et ceux qui m'ont le plus séduite dans leur démarche autour de ce matériau, c'est l'entreprise Tarkett, qu'on part justement rencontrer pour leur poser toutes nos questions. Comment, avec quoi c'est fait, et quelle est la fin de vie qui est donnée à ce matériau, etc. C'est tout ce qu'on va découvrir tout de suite.
Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur Où est le beau. J'ai eu envie de vous inviter pour parler d'un matériau spécifique qui est le linoléum. Vous êtes designer chez Tarkett. Vous avez plein de collections de revêtements pour intérieur, etc. Et vous avez notamment un lien fort avec le lin qu'on vient de découvrir dans la première partie de cet épisode. Et c'est précisément pour ça que j'ai eu envie de vous rencontrer, parce que les formidables propriétés du lin et de ces matériaux naturels permettent aujourd'hui d'explorer des usages qui sont un peu au-delà du textile uniquement, sur des produits qui vont être plutôt pour notre intérieur, un peu plus techniques, composites en fait, et notamment les usages de revêtements pour le sol et pour les murs, on verra. Et en fait, tout ça, c'est pas des choses qui nous viennent en tête tout de suite. On a un peu oublié tout ça. Aussi, peut-être faute à des idées reçues, parce que on va en parler, mais c'est vrai que le lino a un peu, dans notre imaginaire collectif, c'est pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi, ce qui bouscule un peu les choses, c'est on voit qu'en fait, on est de plus en plus attiré, on a de plus en plus envie d'avoir des choses naturelles chez nous. Et donc là, il y a des propositions, et le linoléum de Tarkett en fait partie, qui commence à faire beaucoup de bruit, parce que ça répond à ces critères un peu de soutenabilité qu'on a envie de voir advenir. Et tout ça, ça s'inscrit à un moment où tous les jours, on est un peu plus nombreux à prendre conscience que continuer dans nos habitudes, alors que ce soit quand on est prescripteur, mais aussi quand on est particulier, ça devient compliqué parce qu'on peut plus dire qu'on sait pas. Et en même temps, c'est quand même trop confortable de faire un peu comme on a toujours fait. Donc on commence cette quête et on a toujours quand même envie de continuer à se faire plaisir. Et donc là, on voit bien qu'en fait, le plaisir n'est pas mis au rebut, au contraire, il est au centre de toutes ces démarches. Et donc, en tout cas, on a quand même besoin, quand on est particulier, d'y voir un peu plus clair, dans ces nouvelles offres, de ce que nous promettent un petit peu ces nouveaux matériaux. On commence quand même à se dire, à poser des questions, à avoir un peu des réflexes aussi par rapport à la provenance, la toxicité, la composition. Et justement, je me suis dit que c'était bien de pouvoir dédier cette conversation au linoléum pour vraiment bien le connaître et avoir peut-être le faire rentrer davantage en fait dans nos intérieurs, parce qu'il regorge plein de secrets c'est même pas des secrets, mais c'est des trésors en fait presque. Oui. Alors je vous rejoins complètement, et je pense que effectivement, je trouve ça super de parler du linoléum aujourd'hui et d'expliquer déjà ce qu'est le linoléum, qui a son petit nom lino, que tout le monde connaît et finalement ne connaît pas, puisque quand on parle de lino, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ou alors sinon on l'assimile très vite à du vinyle, qui n'a rien à voir avec le vrai lino. Ouais. Puisque le vrai lino est un matériau naturel et comme vous disiez, qui est fait avec des ingrédients naturels à base de lin, donc d'huile de lin. D'accord. Donc de l'huile de lin, mais aussi de résine de pin et de farine de bois et de liège. D'accord, ok. Ensuite, il est calandré sur une toile de jute. Alors calandré, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Donc en fait, le dos du linoléum est une toile de jute. Ah oui, d'accord. Et il est teint dans la masse avec des pigments. Ok. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, on a une composition où on met, comme si c'était une recette, on mixe un peu tout ça et on arrive à cette pâte en fait, déposée sur la toile de jute, qui fait finalement comme faut imaginer un revêtement plat, un peu la même épaisseur qu'un cuir, non ? Oui, alors oui, tout à fait. Ça fait penser à un cuir. Bon, on est sur une épaisseur de 2 mm, 2,4 mm. Ça dépend des épaisseurs. Et c'est vrai qu'on aime bien en parler justement comme un cuir végétal. En fait, c'est comme une grosse pâte à crêpes qu'on va étaler donc sur notre toile de jute, et qui va après sécher dans des grands séchoirs pendant 1 mois minimum pour devenir du linoléum. Et donc en fait, ce qui est aussi formidable dans ce matériau, c'est qu'on n'a pas de cuisson. C'est presque low-tech en fait, comme la recette est ancestrale. Ça fait 150 ans qu'on produit du linoléum. C'est vraiment une recette authentique. C'est un matériau vraiment qui véhicule une histoire très forte, parce qu'il a traversé vraiment des générations. Et c'est un très beau matériau qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, qui revient vraiment au goût du jour et qui est plébiscité par les architectes et les designers. Et alors, moi en fait, j'ai redécouvert le lino, parce que on en avait déjà un petit peu parlé avec Pauline Esparon, qui travaille sur le lin beaucoup dans un précédent épisode. Et là, en fait,
Enfin voilà, moi je me disais bon bah oui c'est bien, mais j'ai vraiment eu un espèce de choc quand je suis venue à l'atelier Tarket et que j'ai vu en fait la panoplie finalement aujourd'hui de tout ce qui est possible, les rendus en fait esthétiques, parce que du coup il y a tout un travail sur les couleurs, sur cet aspect finalement de marbrure en fait, qui est hyper naturel, enfin qui donne un peu la sensation de voir des choses un peu comme ce qu'on pourrait voir dans une pierre ou dans... Voilà, il y a une profondeur qui n'est pas superficielle en fait. Oui, alors on est vraiment sur un matériau naturel. On n'imprime pas de motifs, mais on a des motifs, on crée des motifs par les pigments. Ouais. Donc c'est par le mélange des pigments qu'on crée des motifs. Le motif original, traditionnel du linoléum, c'est le motif marbré. Mais on peut voir différents marbrés. Donc nous, dans notre collection, on a 6 motifs différents. D'accord. Donc le Veneto, qui est notre marbré classique, où là, on voit qu'il y a vraiment un effet extrêmement marqué, avec des contrastes, qui peut être très multicolore, très riche. Donc ça, c'est vraiment le linoléum authentique. Là, on a presque l'impression que c'est un peu de la pierre. Enfin, quand on le voit comme ça et qu'on ne sait pas, on se dit, c'est peut-être un peu... Enfin, voilà, ça ressemble à de la pierre, en tout cas. Après, on a vraiment des textures, des effets, des patterns qui peuvent être différents, puisqu'on peut vraiment aller après sur des choses beaucoup plus uniformes, des unis, ou des choses beaucoup plus ton sur ton. On peut avoir des effets aussi qui s'apparentent à des effets de béton ciré aussi, et ça, c'est ce qui plaît beaucoup aujourd'hui, puisqu'on aime aussi l'esprit très minimaliste qu'on peut avoir aussi avec le linoléum dans ces motifs. Parce que du coup, quand c'est uniquement monochrome, on a l'impression que c'est un peu comme du cuir, là, pour le coup. Ah oui, tout à fait. Complètement. Et alors, donc, du coup, là, on est sur la composition naturelle, un sourcing aussi qui est du coup local, parce qu'en fait, j'imagine que le lin, on sait qu'il y a beaucoup de lin en France, ou en tout cas pas très loin de chez nous. Et tout le processus de fabrication que vous nous disiez, là, il se passe où, du coup ? Alors, l'usine de production est en Italie. D'accord. Le site de Narni, en Ombrie. Donc c'est un très beau site de production. C'est une usine très ancienne sur laquelle on produit notre linoléum. Et effectivement, la majorité des ingrédients sont ressourcés soit en Italie et en Europe. Donc on est vraiment... une grosse partie des ingrédients vraiment sont à proximité. Pour nous, c'est important, ça compte. Hein. Ça fait partie aussi de ce matériau, de ce produit qu'on développe de manière industrielle, mais aussi très respectueux de l'environnement. Et alors, donc là, tout à l'heure, vous parliez du coup de finalement le champ des possibles immense en termes de couleurs, etc. Parce que jusqu'à présent, le lino, on se disait, on va avoir quelques teintes. Parce que naturellement, il est comment quand on ne met pas de pigment, le linoléum ? Alors, on a une référence qui s'appelle le 100% lin, qui est la référence vraiment du linoléum, la couleur originale du linoléum, puisque justement, il n'y a pas de pigment. Et ce qui est très intéressant dans cette référence, c'est que la couleur s'apparente complètement à du bois. Ouais, elle est déjà très belle en fait. C'est vraiment le coloris d'un bois naturel, et le motif aussi est complètement unique. C'est le pigment aussi qui crée le motif. Donc là, on a un effet moiré, assez nuageux, très très doux, qui se démarque de cette référence-là, qui est complètement unique. Et là, donc les couleurs, en fait, on a une palette. On est un peu sur donc des choses qui vont du sable, de la terre cuite, des verts, des tons aussi assez cassés, etc. Combien en tout, là, vous avez développé de... On a 105 coloris en tout. Donc c'est énorme, en fait. Il y a un champ des possibles dingue. Alors oui, en fait, les couleurs, on peut tout faire en linoléum, excepté le blanc. On ne peut pas avoir de blanc pur. D'accord, pourquoi ? C'est pas possible, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré notre 100% lin, sans pigment, ça donne un coloris bois. Ouais. Donc on peut pas blanchir en fait. On peut pas blanchir. Alors après, on arrive quand même à des coloris très doux. Vous voyez, on a des coloris sable, des beiges très très doux, des gris très doux. Mais c'est vrai qu'en termes de couleurs, on a une richesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît aussi beaucoup dans ce matériau, qui est un matériau noble. C'est vraiment toutes les couleurs que l'on peut avoir, toutes les nuances de couleurs, la richesse des couleurs, et puis les demi-tons, les tons sur tons, l'association des couleurs que l'on peut faire aussi d'une référence à une autre. Ouais. Non, mais en fait, on se dit que c'est un nouveau... comme si on avait des nouvelles gammes de quelque chose avec lesquelles assembler. Je trouve que c'est hyper...
Parce que, encore une fois, mais moi je parle un peu en tant que néophyte, mais pour moi, jusqu'à présent, le linoléum, c'était, voilà, quelques références, et puis ça s'arrête là, mais là, on comprend en tout cas qu'on va pouvoir avoir ça on peut l'avoir en sol, c'est ça? Il y a plein d'usages, en fait. Oui, alors exactement. Alors le linoléum n'est pas juste un revêtement de sol. Hein. C'est vrai que nous, on aime en parler comme étant vraiment un matériau qui habille l'espace, et qui habille l'espace pas que sur le sol, mais aussi sur le mur, puisque nous, on a une collection aussi de murales. On a 10 références que l'on propose pour le mur et qui s'associent aussi parfaitement avec le sol. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute la collection peut être aussi adaptée pour habiller du mobilier ou des objets. Ouais, alors ça, moi je veux bien qu'on en parle un petit peu en détail, mais comment est-ce qu'on peut intégrer, est-ce qu'on a des exemples là de comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce lino dans du mobilier par exemple? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui le linoléum est utilisé par les architectes, entre autres, qui l'utilisent aussi beaucoup comme revêtement sur des tables. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les bureaux d'architecture, mais aussi... Donc, en fait, ça va venir remplacer un peu un cuir ou un cuir végétal. Ça va être une protection, effectivement, qu'on va mettre sur les tables et qui va être, oui, comme un cuir végétal qui recouvre une table. D'accord. Et ça permet vraiment de jouer sur ce matériau, en plus qui est coloré, qui a une finition aussi très sympa, puisqu'effectivement, ça fait penser à un cuir végétal. Et au toucher, du coup, c'est pas tout lisse. On sent que... La texture est quand même... oui, alors, ça fait penser à du cuir, effectivement. Ça fait penser à du cuir. C'est assez difficile d'en parler comme ça. Donc, ça dépend des références, parce que là, quand vous touchez un monochrome, on est beaucoup plus lisse. C'est vrai qu'on a une finition qui est extrêmement mate. On cherche vraiment à être, c'est quelque chose de doux, quelque chose de chaud. Parce que je trouve que c'est important aussi aujourd'hui on est de plus en plus sensible à ce côté sensoriel, en fait, aussi des matériaux qui nous entourent. On n'a pas l'impression, parce qu'il y a certains matériaux, on a l'impression d'avoir une couche énorme comme ça, même parfois des tables en bois, on les touche et en fait, on a l'impression qu'elles sont sous plastique, tellement il y a des vernis, il y a des trucs. Là, on a vraiment l'impression d'être au contact de la granulométrie de la nature, quoi. C'est un matériau qui est assez minimaliste, assez épuré finalement, et qui véhicule aussi beaucoup d'émotions, parce que justement, oui, il y a quelque chose de très simple aussi dans le linoléum, dans ce matériau. Quand vous parlez de cuir, c'est vraiment ça, on a l'impression d'avoir un toucher d'un matériau qui est tout simplement naturel, qui est doux, qui est facile en fait. Et c'est vrai que cette année, dans notre collection, on s'est prêté au jeu dans une collaboration avec le studio de design et d'architecture en bande organisée, qui a travaillé sur les visuels de notre collection et qui a fait aussi une scénographie à l'atelier Tarquette à Paris. Et justement, ils ont vraiment joué sur comment habiller l'espace avec du linoléum, et ils ont aussi travaillé aussi avec du mobilier, avec des objets. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont associé ce très beau matériau avec d'autres matières telles que la brique, le bois, la pierre, le marbre, pour montrer à quel point justement ce matériau s'associe parfaitement avec les autres matières. Et ce qui est sympa, c'est vraiment on habille vraiment l'espace, comme je vous disais, on le customise, on le personnalise avec la matière linoléum. Ouais, ça m'a fait penser parce qu'en fait, moi j'ai vécu là quelques mois en Espagne avec un peu cette esthétique comme les maisons minorquines, vous voyez, en Grèce, donc presque le mobilier qui est fait en maçonnerie, tout est un petit peu imbriqué, tout est blanc et tout ça. Et quand je suis rentrée, il y avait du coup encore cette scénographie qui était là, c'était en septembre dernier que je suis venue visiter l'atelier. Ça m'a fait un peu penser à ça. Je me disais, en fait, c'est comme si le linoléum là allait nous permettre d'aller un peu dans ce genre d'intérieur, un petit peu comme ça, où le sol et les éléments de mobilier se confondent, mais non pas là tout blanc, parce que on faisait des choses en chaud, en plâtre, etc. dans ce genre de maison, mais là on va pouvoir mettre de la couleur en fait. Et je trouvais que la scénographie qui était imaginée nous permettait d'apercevoir un peu cette nouvelle direction et de libérer un peu les imaginaires là-dessus, parce qu'en fait c'est vraiment, on se dit, il y a plein de trucs qui vont être possibles et auxquels on n'avait peut-être pas pensé jusqu'à présent, même dans l'aménagement intérieur en fait.
Mais c'est exactement ça. Le linoléum ouvre le champ des possibles. Et c'est ce que les architectes et les designers aiment dans ce matériau, c'est que vraiment, on a l'impression que l'on peut tout faire avec. On peut vraiment, en tout cas, vraiment s'amuser, être créatif, proposer des choses nouvelles ou s'approprier la matière complètement. Et c'est ça qui le rend vraiment intéressant, moderne, très contemporain. Ouais. Et puis bien loin aussi de cette idée de lino un peu vinyle qu'on a pu avoir et qui a pu rester un petit peu dans nos imaginaires. Et je pense à un des visuels de la collection qui est vraiment très intéressant justement et qui reprend vraiment cette idée où on voit comment le linoléum est sur le mur, le sol, et il habille aussi un banc qui est un meuble en fait et qui recouvre complètement le meuble, qui est complètement dans la continuité de ce qu'on a sur le sol et le mur. Donc c'est vraiment, il habille complètement l'espace et le mobilier. C'est très joli. Et puis après, du coup, je crois que là sur la photo, il y avait cet élément qui pouvait être aussi une petite banquette. Donc il y avait des coussins qui étaient mis, une petite lampe aussi posée à côté. Ouais. Ça apporte vraiment un esthétique en fait. C'est un esthétique très très fort. Il y a une personnalité très très forte. Moi je dis toujours, il a du look en fait, le linoléum. Il apporte vraiment quelque chose, une touche, une finition très affirmée. Et c'est vraiment ça qu'on ressent effectivement dans ce visuel. Ouais, et puis très, je sais pas comment dire, mais c'est juste en fait. Enfin, c'est pas. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu envie aussi de retourner peut-être vers des esthétiques qui sont moins. Un peu plus minimalistes. Parce que, surtout aujourd'hui, on se questionne en se disant de quoi on va pas trop se lasser très très vite, parce que c'est aussi ça aujourd'hui de se dire qu'on rentre dans ces moments où on sait que beaucoup de matériaux sont précieux, et donc en fait le meilleur moyen aussi de pas participer, pas trop jeter, pas trop gaspiller de choses, c'est d'avoir un rapport émotionnel avec ce qu'on achète et d'avoir envie de le garder longtemps et qui nous procure toujours autant de plaisir à chaque fois qu'on est à son contact. Et donc peut-être que aussi parfois ça en tout cas pour moi c'est le cas, c'est que je suis aujourd'hui un peu plus attirée vers des choses qui sont un peu moins marquées d'un point de vue esthétique et qui vont peut-être après dont je vais peut-être me lasser. Et là, on a à la fois quand même un truc qui est fort au niveau esthétique. Enfin, on peut avoir, du coup, après, c'est avec l'imagination des designers et des architectes d'intérieur, mais je trouve que ça ouvre le champ, et quand on voit toutes les couleurs possibles, à ça, en fait, à la fois avec des touches fortes qui nous permettent de différencier des intérieurs, parce que je pense qu'on n'a plus envie d'avoir le même intérieur que tout le monde aujourd'hui. Enfin, alors, on a beaucoup vu ça avec cette standardisation, et là, je trouve que d'avoir un panel aussi important de couleurs, c'est quand même vachement. Enfin, voilà, on peut se différencier, en tout cas, tout en, du coup, enfin, voilà, conservant un truc qui va pas non plus en touche, en fait. Pas forcément tout un mur ou tout un truc, ça peut être aussi des petits éléments, en fait. C'est comme on veut, quoi, j'imagine. Oui, c'est vrai, c'est un revêtement, donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour habiller un meuble, pour habiller une partie de l'espace. On peut vraiment personnaliser c'est ça. son intérieur avec ce matériau. Et comme vous dites, moi je pense aussi qu'il a une très forte personnalité, et ce qui est aussi très actuel, que l'on retrouve dans le linoléum aujourd'hui, c'est que je pense aussi qu'il est complètement intemporel, il est complètement dans son temps aujourd'hui, il revient complètement au goût du jour, et on aime l'idée qu'on va pas se lasser de son effet, justement, parce qu'il a du caractère, mais justement il est intemporel, il est facile. Ouais, et puis je trouve qu'en plus, vu qu'il est naturel, il y a une odeur aussi. En fait, il a un truc. On parlait du toucher tout à l'heure, mais voilà, je pense que quand on est dans une pièce qui sent quelque chose de naturel, moi, je pense que l'être humain, naturellement, on est attiré et on aime des trucs qui viennent de la nature, parce que nous-mêmes, on fait partie de la nature. Donc, tout ce qui découle de sa composition, c'est un peu invisible, mais ça fait partie de notre attachement aussi à ce genre de matériaux, un peu comme le bois, un peu comme la pierre. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, oui, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et c'est vrai que ce soit un matériau qu'on découvre ou que l'on connaît bien, j'ai envie de dire, c'est difficile de ne pas l'aimer, parce que forcément, il y a la couleur, il y a le toucher, il y a l'odeur, parce que forcément, c'est un matériau qui sent vraiment fort, parce que ce mélange d'huile de lin, de résine de pin, tout ça, c'est des odeurs qui sont très présentes.
Moi, je me souviens à chaque fois que j'ai travaillé autour des personnes autour de moi qui me voyaient travailler sur ce matériau, ils me disaient « Oh là là, le linoléum, qu'est-ce que c'est chouette le linoléum !» Et qu'on ait vécu, qu'on le connaisse bien ou qu'on le découvre, généralement, on l'aime. Voilà, il y a vraiment une histoire d'amour avec ce matériau. Ouais, non, c'est... Et après, parce qu'à l'heure où aujourd'hui, en plus, on est de plus en plus sensible, en tout cas on s'informe pas mal sur, que ce soit quand on est professionnel mais aussi particulier, sur la qualité de l'air de nos intérieurs, voilà, on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui, alors qu'on pensait que c'était pas forcément toxique, se révèlent pouvoir dégager ce qu'on appelle des COV, en fait, ces particules un peu volatiles. Le linoléum, il est comment là par rapport à ça du coup? Là, il est super puisqu'il est 100 fois inférieur aux exigences de la réglementation française sur les produits de construction. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, c'est un produit qui libère pas, finalement, qui est hyper sain. Oui, il a un très faible impact de CO2 et il a un poids carbone, extrêmement faible. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que ça aussi, c'est pour certaines typologies d'usage ou de bâtiments où ça va être... je crois que c'est beaucoup dans tout ce qui est, tous les établissements qui accueillent du public, et notamment des enfants. Oui, il y a une réglementation et là, on est vraiment on est en dessous des demandes et des exigences. C'est vrai que le linoléum est un produit qu'on voit beaucoup dans les écoles. Mais ça depuis très longtemps, on le voit aujourd'hui, mais déjà à l'époque, puisque ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je rencontre des architectes qui me disent qu'ils ont vraiment une histoire avec ce matériau, puisqu'ils ont grandi avec. Ils le voyaient déjà posé dans leurs écoles quand ils étaient enfants. Donc ça crée vraiment toujours une charge émotionnelle assez forte, une histoire avec le linoléum. Et est-ce qu'il y a des endroits ou des pièces de la maison où il faut éviter, on ne peut pas le poser, où ce n'est pas à la place du linoléum? Alors oui, on ne peut pas le poser partout puisqu'on parle ici d'un matériau naturel, donc forcément sensible à l'eau. Donc on ne peut pas le poser dans une salle de bain, par exemple. Okay. Ah ouais. Et alors, donc d'ailleurs, la pose, c'est un sujet aussi parce qu'on ne peut pas poser comme ça du linoléum, voilà. Oui. Même peut-être les bricoleurs du dimanche, je ne sais pas. En tout cas, il y a un vrai... pour que ça puisse tenir aussi dans le temps, que ce soit durable et pérenne, il y a un protocole de pose qui est... Il faut être formé à la pose du linoléum. Effectivement, on ne peut pas poser du linoléum sans avoir été formé. Donc, Tarkett a une école de pose qui existe depuis 29 ans. Ok. Et qui forme très très bien à la pose du linoléum. Et une fois que le linoléum est bien posé, il peut durer des années, des dizaines d'années. Et l'entretien est assez facile finalement. Il faut un petit peu d'eau et de détergent et il s'entretient très très bien. Il est très résistant. Peut-être éviter les détergents trop agressifs. C'est un petit peu. Oui, quand je dis détergent, un petit peu de détergent, c'est pas non plus. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'entretien est assez facile, est assez classique. Ouais. Mais c'est un peu comme tous les matériaux biosourcés, quoi, ou naturels, c'est de se dire on va pas arriver avec un énorme produit dont on taira le nom, mais qui va voilà. Enfin, forcément, ça va pouvoir peut-être les altérer. Donc, il y a aussi Après, ça reste un matériau qu'on pose dans des espaces professionnels ou même dans une gare. On l'a déjà vu dans une entrée de gare. Et il est extrêmement résistant. Il passe. Donc vous voyez, où il y a quand même des espaces où il y a beaucoup de trafic. Eh bien, il résiste très très bien au passage, à l'usage en continu. Donc ça reste quand même un matériau qui passe bien. Qui est solide. Qui est solide et qui est résistant. Et alors du coup, donc on le disait tout à l'heure, ce matériau, comme il est naturel, il est aussi 100% recyclable. Mais alors en fait, souvent, il y a des choses qui sont recyclables dans notre monde, mais qui ne sont pas recyclées. Et c'est un peu d'ailleurs tout le drame de cette histoire. Mais vous, comment vous faites pour finalement recycler? Parce que vous recyclez en fait en interne le lino en fait. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que déjà depuis très longtemps, on recycle tout ce qui est déchets suite à la production. Toute notre collection est certifiée
Cradle to Cradle Silver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Cradle to Cradle? Donc, c'est vraiment le principe même de l'économie circulaire. C'est la boucle, ça veut dire du berceau au berceau. C'est-à-dire qu'en fait, notre produit sort de production, il a un cycle de vie et on le récupère pour le recycler. Sauf que voilà, la grande nouveauté, c'est le programme Restart qu'on a créé, qui permet vraiment de recycler donc le linoléum en fin d'usage et de le réintroduire en production pour créer du nouveau linoléum. Donc en fait, c'est-à-dire que vous allez chercher, on peut vous ramener. Exactement. Sur des nouveaux chantiers, on va récupérer l'ancien linoléum et on va le ramener dans nos usines pour le recycler. Donc il est déchiqueté et réintroduit dans les recettes. C'est bien ça, il est réintroduit, il est réduit en poudre pour le réintroduire dans la fabrication. Donc c'est vraiment un matériau zéro déchet, quoi. Exactement, il est 100% recyclable. Et donc c'est un truc aussi, finalement là on touche un peu du doigt ce design infini, enfin ces matériaux infinis, quoi. Oui, c'est ça, c'est la boucle, c'est l'économie circulaire. On produit, on recycle entièrement en fin de vie, en fin d'usage. Ouais. Et donc du coup c'est que votre linoléum que vous recyclez ou tous les linoléums? Alors non, comme on récupère sur les chantiers les anciens linoléums, on récupère tous les linoléums, même ceux de nos concurrents. D'accord, ok. Ça c'est une merveilleuse nouvelle. Alors vous savez que ce podcast s'appelle Où est le beau? Et donc moi j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de partager avec nous leur définition du beau et ce que ça évoque pour eux. Alors, est-ce que Valérie, vous voulez bien nous dire moi, je trouve que c'est une question difficile, mais c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant parce qu'en tant que designer, on se pose toujours la question de savoir comment créer des produits qui ont un usage, mais qui aussi seront beaux et qui seront séduisants et qui vont plaire. Et c'est vrai qu'on tourne toujours un petit peu de nous dans ces collections. Il y a toujours une pointe de notre vision, notre regard du beau. Et pour moi, il y a vraiment là, on a parlé d'un très beau matériau, un matériau noble, mais qui est avant tout un matériau naturel. Et c'est vrai que moi, je sais que je suis très inspirée par la nature. C'est comme ça que j'ai travaillé sur cette collection. J'ai vraiment travaillé sur des coloris inspirés de la nature. Mais j'aime aussi beaucoup l'intemporalité. Je trouve que ça a du sens de travailler sur des choses qui traversent le temps. Et là, c'est quelque chose qui me parle et c'est ce que j'ai vraiment voulu communiquer à travers cette collection de linoléum. Et est-ce que vous pensez aussi en tant que designer que aujourd'hui on a des contraintes qui sont liées à cette raréfaction de certaines ressources, etc. Est-ce que ce beau sous contrainte, en fait, ça peut être positif? Vous pensez sur la créativité, en tant que designer, d'avoir davantage de contraintes? Alors, je pense que chez Tarkett, on se met vraiment cette contrainte, puisque vraiment, comme on produit beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une démarche de produire des choses avec une vraie conscience, à savoir vraiment des produits sains, qui soient bons pour nous, mais aussi pour la planète. Et c'est vrai que ça, nous, c'est une contrainte que l'on a quand on travaille comme ça, quand on développe des collections. Mais je trouve qu'effectivement, c'est une contrainte qui nous amène à être créatifs. Et à nous surpasser aussi, à pas juste penser, on va faire quelque chose parce que c'est beau, mais c'est global, c'est-à-dire c'est bon et c'est beau en même temps. C'est attentif aussi, en fait. Oui. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, un message à faire passer aux décorateurs, aux architectes d'intérieur, même aux étudiants qui nous écoutent et qui découvrent là, durant cette interview, ce matériau Moi, je les invite à aller découvrir le linoléum, le vrai linoléum, celui dont on vient de parler là, à vraiment aller voir ce matériau s'ils ne le connaissent pas et surtout à ne pas hésiter à être créatifs autour de ce matériau s'ils ont envie d'habiller des nouveaux designs avec le linoléum. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire encore avec ce matériau. J'en suis convaincue. Donc oui, non, vraiment, je les invite à venir le découvrir. Et on peut le découvrir très facilement puisqu'il est mis en scène à l'atelier Tarkett qui se trouve à Paris, rue Saint-Onge dans le Marais.
Ok, bon bah écoutez, l'appel est passé et enfin voilà, moi aussi j'invite là les gens à regarder parce que je pense qu'en fait, comme pas mal là, de certains nouveaux matériaux, mais vraiment on se dit qu'on est au début d'une nouvelle esthétique aussi qui va être amenée quand plein de gens vont pouvoir se saisir de ben voilà, le linoléum est biosourcé, donc ça répond aussi à des contraintes, je pense, de pas mal de cahiers des charges que tous ces gens-là ont aujourd'hui et qu'on a envie aussi peut-être pour chez nous. Et en même temps, on est au balbutiement parce qu'on n'a pas encore trop vu de choses faites avec ça aujourd'hui dans des... Moi, je reste convaincue que le linoléum, il n'est pas assez encore connu aujourd'hui, même si on le redécouvre beaucoup dans les milieux professionnels, les architectes le plébiscitent, l'aiment vraiment, ils le connaissent. Mais je suis persuadée qu'il pourrait avoir encore plus de succès aujourd'hui si voilà, le grand public le connaissait, les gens qui aiment travailler la matière, qui s'intéressent justement à tous ces matériaux naturels. Je suis persuadée qu'on pourrait faire encore plein de belles choses avec ce matériau. Non, mais ça c'est sûr. Voilà, on est à l'aube d'un nouveau. Le champ des possibles est immense et c'est un appel aussi à la créativité de se saisir en fait de tous ces potentiels qu'offre là de toutes les déclinaisons de couleurs et de profondeur de ce matériau. Franchement, on a hâte de se dire à quoi ça va, comment tous ces gens créatifs vont se saisir de tout ça. Merci beaucoup Valérie. Merci.